Merci de nous retrouver ici à Dakar, au Sénégal. Nous sommes à Diamniadio, à 40 km de la capitale sénégalaise. Nous sommes particulièrement à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Diagne et nous avons le grand honneur de recevoir son Excellence Alioune Sarr, qui est ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui nous fait l'honneur de cette invitation. Avec lui, nous allons bien sûr évoquer le développement du secteur touristique au Sénégal, sa contribution à la croissance du produit intérieur brut du pays et aussi les infrastructures, les équipements dans le secteur aérien comme devant permettre notamment à l'époustouflant potentiel naturel du Sénégal d'être accessible aux visiteurs du continent et du monde entier. Excellence, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. C'est moi qui vous remercie et remercie Afrique Média pour cette belle émission. Merci à vous, Excellence. Alors, très rapidement, dans les années antérieures et particulièrement en 2017, le tourisme représentait 6,7% du produit intérieur brut avec une contribution de 30 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects aux Sénégalais, et ce qui effectivement contribuait de cette façon-là aux perspectives d'émergence visées par son Excellence Macky Sall. Aujourd'hui, il y a eu la pandémie à coronavirus. Où en est-on aujourd'hui exactement dans ce secteur touristique? Quel est son apport aujourd'hui? Merci beaucoup. Le secteur touristique, comme vous l'avez dit, représente aujourd'hui autour de 7% du PIB au Sénégal. Donc c'est un des moteurs de la croissance économique du Sénégal. Et il est identifié dans le plan Sénégal émergent, le PSE. Et comme vous le savez, c'est la vision de son Excellence, le président Macky Sall, qui vise à transformer la structure de notre économie pour avoir deux objectifs: la création d'emplois et l'augmentation des richesses, pour permettre justement aux populations d'avoir une vie décente. Alors, vous avez raison avec la Covid qui a impacté toutes les économies du monde, en particulier le secteur touristique, puisque pour la première fois dans l'histoire, les aéroports ont été fermés. Donc cela veut dire donc les allées et venues des touristes ont été stoppées. Ça a eu un impact effectif sur le tourisme au Sénégal. C'est la raison pour laquelle des initiatives fortes ont été prises au Sénégal. Tout d'abord, mettre en place ce qu'on appelle le crédit hôtelier touristique, qui a été donc un fonds de 82 milliards de francs, qui a été injecté dans les entreprises pour, d'une part, soutenir l'outil de production, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes, pour qu'elles ne disparaissent pas, et deuxièmement, préserver les emplois. Puisque vous savez que dans des crises comme celle-ci, le grand risque, c'est justement l'effondrement du système économique. Donc il fallait donc préserver l'outil de production et préserver les emplois. On a pu le faire en soutenant les entreprises à travers un fonds de roulement qui leur permet justement de payer les charges, de payer les factures, mais également à travers une ligne d'investissement qui leur permet aussi de renouveler leur outil de production. Et ça a eu un effet assez positif. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons une relance touristique qui se passe très bien. Et juste rappeler qu'avant la Covid, on avait un taux de croissance de près de 24%. Parce qu'entre 2019 et 2020, on est passé de 2 99 000 touristes à 2 600 000 touristes. Donc on était autour de 24% de taux de croissance. Avec la Covid, donc, nous avons eu justement cet impact que j'ai décrit tout à l'heure. Et pour dire simplement que grâce à ces initiatives fortes sur le crédit hôtelier, mais aussi une promotion du tourisme intérieur, parce que vous savez que la Covid a enseigné à l'humanité qu'il faut d'abord maintenant compter sur ses propres forces. Parce que quand les frontières sont fermées, les aéronefs au sol, cela veut dire d'abord qu'il faut compter sur son environnement immédiat. C'est la raison pour laquelle on a lancé une initiative qui s'appelait Tamou Sénégal, qui permettait justement de faire la promotion du tourisme intérieur aux Sénégalaises et aux Sénégalais, pour permettre justement aux résidents au Sénégal d'accéder à une offre touristique diversifiée. Et on s'est rendu compte, beaucoup justement de nos compatriotes ont, à travers la Covid, découvert des endroits, comme vous l'avez dit, assez exceptionnels, puisque vous savez que le Sénégal a 7 sites placés patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 3 parcs, le parc Nyokolokoba, le parc des îles des oiseaux de Djoudj, le parc également des îles de Saloum, mais également à travers des paysages culturels dans les pays Bassari, mais aussi l'île de Gorée, qui est une île historique, à travers justement le tourisme mémoriel, mais aussi la ville de Saint-Louis, qui sont donc des sites qui sont classés. Ajouter à ça les sites mégalithiques qui datent de 3000 ans ici au Sénégal. Donc ça a permis justement, cette promotion de tourisme intérieur, de permettre à nos compatriotes justement d'accéder à ces produits touristiques qui sont exceptionnels et qui ont permis justement de relancer le tourisme. Mais aussi on a lancé toute une série donc, de campagnes également de relance à travers justement une initiative qu'on a faite en France, puisque pendant la Covid, il fallait aussi relancer
préparer l'après-Covid. On a organisé des journées justement tourisme transport aérien justement dans ces pays, puisque vous savez que la France est le premier pays émetteur de tourisme au Sénégal. Et ça nous a permis aussi de mobiliser l'ensemble de ces acteurs touristiques. Donc pour dire simplement que la Covid a eu un impact négatif, mais aujourd'hui nous avons pu donc justement à travers ces instruments, d'abord injecter de la liquidité dans les entreprises, leur permettre également de relancer leur tissu de production. Et aujourd'hui on est dans une activité où quasiment le Sénégal vient de sortir du sommet mondial de l'eau, qui a mobilisé plus de 8000 personnes, et ça a permis aussi à ce que l'activité touristique redémarre assez correctement. Donc oui, nous sommes aujourd'hui dans une phase de relance. Et le gouvernement du Sénégal a lancé un programme qu'on appelle le PAP 2A, qui est donc le programme accéléré donc des programmes prioritaires qui ont permis justement à ce que l'ensemble des moteurs identifiés comme les moteurs de la croissance économique, dont le tourisme et le transport aérien, ont été soutenus pour que justement nous soyons dans une phase de relance effective. Et si on parlait de cette année 2022, quelles sont les perspectives de croissance de ce secteur touristique et aussi sa contribution au produit intérieur brut du Sénégal qui se veut émergent dans les prochaines, d'ici à 2035? Vous savez que le tourisme, c'est la deuxième source de devises au Sénégal après la pêche. Donc le taux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est autour de 7% sur le PIB, mais également c'est un secteur qui entraîne d'autres secteurs également économiques. Puisque vous savez que le tourisme a un impact catalysateur sur la culture, sur l'artisanat, sur l'agriculture, sur le transport, sur l'ensemble de ces secteurs-là également sont entraînés par le secteur touristique. Parce que vous savez, quand vous avez 2 millions de personnes, 2 500 000 personnes qui viennent en plus, c'est des personnels donc qu'il faut alimenter, qu'il faut transporter, donc c'est un secteur qui entraîne beaucoup. Donc oui, nous sommes aujourd'hui dans une relance qui se passe correctement. Et nous pensons qu'en fin 2022, nous serons dans une perspective quasiment d'avant Covid. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions un taux de croissance de près de 24% avant la Covid. Et aujourd'hui, la croissance se passe correctement et nous sommes très confiants. Alors, spécifiquement, s'il fallait peut-être nous apporter une anecdote de cette compétitivité, de cette reprise, de cette grande reprise de compétitivité, quelle serait cette anecdote-là, le secret, en quelque sorte, qui ferait en sorte qu'on passe des 7% enregistrés l'an dernier aux 24% annoncés? Oui, vous savez, la Covid, d'abord, le premier secret, c'est d'abord avoir un chef de guerre, puisque la Covid, c'était d'abord une guerre contre un virus, un ennemi malheureusement inconnu. Vous savez, quand vous allez au combat, il faut d'abord avoir un général chef de guerre. Et nous avons eu au Sénégal le chef d'État, le président Macky Sall, qui a porté le combat contre la Covid. Parce que la Covid, il y avait 2 défis à relever. D'abord, le défi de la santé des populations, la santé publique, mais également le défi économique. Parce qu'il ne fallait pas consacrer tous les efforts sur la préservation seulement de la santé, parce qu'il fallait que l'économie fonctionne. Il fallait que que les populations vivent. Donc, ça, c'était d'abord le premier défi, c'était, on peut dire, le premier secret. Avoir un chef de guerre qui mobilise l'ensemble des forces sociales, économiques, les forces de défense et de sécurité, parce que tous ces composants-là ont joué justement un rôle décisif. Parce que quand il a fallu fermer les frontières, quand il a fallu instaurer des couvre-feux, il a fallu mobiliser aussi l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Quand il a fallu également vacciner les populations, quand il a fallu également les accompagner, il fallait aussi mobiliser les forces de la santé publique. Quand il a fallu aussi relancer l'économie, il fallait également créer des instruments. Et c'est là qu'on a créé ce qu'on appelle le PAP 2A, qui est un instrument économique qui visait justement à soutenir tous les secteurs qui étaient vraiment les plus impactés, notamment le tourisme et le transport aérien. Mais dans ce panoplie, on va dire, d'instruments, on va dire, celui qui est le plus décisif, c'était le crédit hôtelier. Puisque vous savez, du jour au lendemain, les hôtels étaient fermés. Donc, ils n'avaient plus de recettes. Qu'est-ce qu'il fallait faire à la fin du mois? Vous avez du personnel, vous avez des charges, vous avez également des engagements. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le crédit hôtelier a permis justement d'injecter de la liquidité dans les entreprises touristiques pour leur permettre justement d'honorer leurs engagements, mais aussi de préparer le futur. Parce qu'il ne fallait pas également qu'après la Covid, qu'ils soient dans un état de délabrement qui soit tel qu'ils ne soient pas en mesure d'être lancés. D'autant plus que les hôtels au Sénégal ont également participé à l'effort de guerre, si on peut dire. Puisque les premiers, on va dire, malades de la Covid ont été hébergés dans les hôtels. Donc les hôtels ont été des centres de traitement de la Covid. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rendre un hommage appuyé à tous les professionnels justement du secteur touristique qui ont joué un rôle fondamental dans cette lutte contre la Covid, puisque l'ampleur de la pandémie était telle que justement il fallait trouver des espaces pour les abriter. Et ils ont joué ce rôle-là.
Donc oui, il y a eu donc un ensemble de secrets, si on peut dire, comme vous l'avez appelé, mais on va dire le principal, c'était qu'il fallait soutenir l'outil de production et les emplois. C'était les deux défis, l'outil de production et les emplois. Puisque des pandémies comme celle-ci, comme la Covid, l'histoire a enseigné, dans l'histoire de l'humanité, quand ça arrive, le risque justement, c'est d'abord l'effondrement de l'État, que l'État ne se relève pas. Donc il fallait justement que l'État soit debout. Le système de santé, il fallait qu'il soit debout. Le système éducatif, il fallait qu'il soit debout. Le système de santé, des forces de défense et de sécurité, il fallait qu'il soit debout. Et une fois justement que ces instruments-là sont là, là maintenant, il faut prendre en charge les entreprises. Parce que vous savez, et c'est là où il faut insister justement sur l'importance des États. Vous savez, quand tous les systèmes sont par terre, il n'y a que l'État qui est en mesure pour réagir. Les entreprises touristiques, c'est des entreprises privées. Mais quand la Covid est intervenue, il n'y a que l'État qui était là pour faire face justement et les soutenir, aussi bien les entreprises du tourisme, mais aussi celles du transport, mais aussi transport aérien, transport routier. Toutes ces entreprises étaient impactées, donc l'État était là justement pour les appuyer en termes de ressources financières. Excellence, je voudrais à présent que nous puissions repartir 10 ans plus tôt ou alors reparcourir ces 10 dernières années dans le secteur touristique au Sénégal. On a vu beaucoup voilà, de contributions assez importantes du secteur touristique dans la croissance économique ici au Sénégal. Alors si je vous demandais quelles sont les réformes les plus importantes ou alors les clichés phares de cette montée en puissance avant la Covid-19 du secteur touristique au Sénégal, que me rapporteriez-vous dans ce cas-là? Je pense qu'il faut peut-être le tourisme au Sénégal, il faut quand même le positionner dans les années 70 où la station balnéaire de Saly, Portudal, a été créée. Et ça a été, on va dire, la première station de cette nature, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui a permis justement de faire du Sénégal une destination touristique de référence. Il y a plusieurs événements qui ont jalonné la vie du secteur touristique. Mais il faut ajouter à cela le plan Sénégal émergent qui a fait du tourisme un moteur de la croissance. Et il faut en rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, qui a identifié le tourisme déjà comme un secteur porteur de la croissance et créateur d'emplois. Vous l'avez dit, c'est des centaines de milliers de nos compatriotes qui travaillent donc dans le secteur, mais aussi c'est un secteur d'investissement. Nous venons d'inaugurer récemment un hôtel avec un investissement de 106 milliards de francs, essentiellement privés, dans des zones aménagées, ce qu'on appelle les zones touristiques intégrées. C'est des zones que le gouvernement aménage et lance un appel justement aux investisseurs nationaux et internationaux pour investir. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de votre émission de lancer un appel aussi au secteur privé africain, puisque vous savez que le Sénégal est un pays fondamentalement panafricaniste. Et donc, pour dire simplement que dans ces zones touristiques intégrées, comme Pointe Sarène, comme Mbodiène, comme à Béné, il y a de la place pour les entreprises africaines de venir investir, comme ça a été fait récemment par un groupe qui s'appelle le groupe Riu, qui a investi plus de 106 milliards. Pour dire simplement donc que le fait que le tourisme soit intégré pris comme un secteur essentiel du plan Sénégal émergent aussi est une révolution forte. Puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des politiques publiques, aujourd'hui, vous avez une place du tourisme dans le secteur de l'investissement, mais aussi dans le secteur de l'accompagnement. Il faut aussi ajouter à cela ce que j'ai dit tout à l'heure, le crédit hôtelier. Parce que vous savez, l'entreprise a besoin essentiellement d'investissement. Et nous savons parfois que nos entreprises en Afrique ont des difficultés pour accéder justement au financement à travers le crédit bancaire, qui souvent elles imposent des conditions qui ne sont pas très supportables. Et donc le crédit hôtelier a été justement un instrument qui a permis justement d'accélérer la croissance de ces entreprises en leur permettant d'accéder à des ressources à des taux très réduits, puisque le crédit hôtelier c'est à un taux de moins de 5%, ce qui était aussi un élément assez important. Mais aussi toute une partie donc, de la défiscalisation qui a été faite. Une région comme Ziguinchor a été classée comme étant une zone quasiment défiscalisée, pour permettre justement à ce que les investissements touristiques puissent être allégés au profit du secteur privé. Donc voilà ces quelques éléments qui ont permis justement à ce que le Sénégal puisse contenir justement ses avantages en termes d'attrait touristique, puisque quand même nous avons un pays, comme vous l'avez dit, qui a été doté par la nature, 7 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, en plus de la teranga sénégalaise, en plus également de tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le plan sportif, avec le tourisme sportif qui se développe. Donc tous ces éléments-là ont été, on va dire, les inputs qui ont permis justement à ce que nous puissions toujours être dans cette dynamique de relance
en dépit donc des fragilités qui ont été causées par la Covid. Excellence, nous allons à présent aborder la deuxième partie de cet entretien, à moins que vous n'ayez un tout dernier mot à ajouter sur le bilan de ces 10 dernières années dans le secteur touristique. Vous avez parlé du plan Sénégal émergent et de sa contribution à doper ce secteur-là. La croissance est allée à plus de 20%. Voilà, pendant que ce plan était en exécution. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous n'abordions à présent le développement du secteur aérien? Dire simplement que dans le plan Sénégal émergent, ce qui fait aujourd'hui sa crédibilité en termes d'impact, c'est le projet dont je viens de parler tout à l'heure. Le plan Sénégal émergent a visé les zones touristiques intégrées, donc des aménagements que fait l'État, et lancer un appel à la mobilisation des investissements. Nous venons d'inaugurer, donc je disais tout à l'heure, un projet de 106 milliards. Cela veut dire simplement la pertinence et la crédibilité du plan Sénégal émergent dans le secteur touristique. Oui, le mot que je lance simplement, c'est que l'Afrique doit connaître l'Afrique. Vous êtes une chaîne panafricaine, le tourisme africain doit s'appuyer beaucoup sur les produits justement touristiques africains. Et je pense que la Covid nous a enseigné que si nous voulons augmenter la croissance dans nos pays, il y a des dimensions qu'on a souvent négligées qu'il faut maintenant utiliser à fond. C'est tout ce qui est produits locaux. Le Sénégal l'a expérimenté à travers justement ce plan que j'ai appelé tout à l'heure le développement du tourisme intérieur. L'Afrique a des potentialités exceptionnelles sur le plan touristique. Il faut simplement de les valoriser, de les montrer aux Africains pour que l'Africain justement puisse être. Puisque rappelez-vous quand même, avec la zone de libre-échange continentale africaine, c'est près de 500 millions de pouvoir d'achat de classe moyenne qui sont en Afrique, qui ont besoin de loisirs, qui vont aller en vacances. Et naturellement, il faut que nous puissions développer justement cette capacité de mobiliser ces touristes africains vers l'Afrique. Évidemment, ça passe par le développement des transports aériens notamment. Et donc, je crois que cette intégration que nous avons au Sénégal entre le tourisme et le transport aérien est un défi qui nous permet justement de pouvoir faciliter le déplacement des Africains vers les produits touristiques africains. Voilà, nous abordons à présent la deuxième partie de cet entretien, cette fois-ci consacrée au développement du secteur aérien. Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne est annoncé comme plateforme, comme la plateforme à venir du transport aérien en Afrique de l'Ouest et même au départ du continent africain, notamment vers les Amériques. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement avec la promotion de cette plateforme aéroportuaire? Oui, merci beaucoup. Vous savez, nous avons parlé tout à l'heure d'une dimension qui est le secteur touristique. Mais rappelez que si nous voulons développer un tourisme durable, créateur de richesses, accessible aussi bien aux populations locales, sous-régionales et internationales, il faut faciliter le déplacement de ces populations-là. Or, les statistiques mondiales montrent que 50% des touristes utilisent l'avion. C'est pourquoi au Sénégal, nous avons également identifié dans le plan Sénégal émergent le transport aérien comme étant un des moteurs de la croissance. Et l'objectif justement dans le plan Sénégal émergent, c'est de faire du Sénégal un hub aérien sous-régional fort. C'est la raison pour laquelle justement nous avons lancé une stratégie hub aérien articulée autour de 3 grands ensembles. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le premier c'est d'abord un aéroport de rang mondial, l'aéroport international AIBD. De cet aéroport aujourd'hui, vous pouvez partir à Paris, partir à New York, partir dans tous les pays, dans toutes les capitales sous-régionales africaines. Et de AIBD aussi, vous pouvez partir à l'intérieur du pays. Cet aéroport international est organisé également avec toute une plateforme de services pour justement développer toutes les activités extra-aéroportuaires. Vous savez que si vous prenez une compagnie aérienne, l'une de ses charges majeures, en plus du kérosène, c'est la maintenance. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer un centre de maintenance qu'on appelle le MRO, pour tout ce qui est maintenance donc des aéronefs, pour éviter justement à ce que pour Air Sénégal, que quand un avion tombe en panne, qu'on l'envoie en Europe ou aux Amériques pour la réparation. Donc le MRO est on va dire un centre consubstantiel au hub aérien. Nous avons aussi créé autour de AIBD un centre de formation métier aéronautique, puisque vous savez que l'autre charge forte au niveau des compagnies aériennes, ce sont les pilotes.
le personnel navigant, qui sont des compétences excessivement chères. Il fallait donc créer également un centre de formation ici, que nous avons fait en collaboration d'ailleurs avec l'armée de l'air. Et nous avons les premières cohortes de formation techniciens pilotes, mais également des pilotes qui sont en cours d'être formés. Mais aussi se faire autour de l'aéroport une ville aéroportuaire, puisqu'en réalité, dans un aéroport, ce n'est pas seulement pour voyager. On se rend compte qu'un aéroport, c'est également un espace de vie. D'abord, il y a des centaines de milliers qui y travaillent, des personnes qui y travaillent, mais aussi quand une personne arrive dans un aéroport, il a besoin également d'avoir accès aux éléments de vie. Ce sont les hôtels, ce sont également les espaces de loisirs. Donc, nous avons aussi lancé la création de ville aéroportuaire. Donc, pour dire donc, ce premier pilier, qui est l'aéroport international, est connecté à tout un ensemble donc, de services pour justement augmenter le rendement de l'aéroport. Parce qu'un aéroport seulement juste pour accueillir des aéronefs n'est pas très rentable. Ce qu'il faut qu'il soit rentable, c'est qu'il développe tout un ensemble donc, de services extra-aéroportuaires qui permet justement à ce que l'aéroport soit rentabilisé. Le deuxième pilier justement de ce hub aérien, c'est Air Sénégal. Vous l'avez dit tout à l'heure brillamment dans votre introduction. Oui, Air Sénégal aujourd'hui est une compagnie qui fait vraiment, on va dire, une progression très satisfaisante. Déjà en se connectant dans tous les pays de la sous-région. Déjà, nous allons à Douala, au Cameroun, également à Libreville, nous allons dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Mais également, Air Sénégal va à Paris, Air Sénégal va à Barcelone, va à New York, et prochainement à Londres, à Genève et également au niveau donc de certains pays européens. Donc, Air Sénégal, c'est le deuxième pilier de cette stratégie de hub aérien, puisque vous ne pouvez pas développer un tourisme fort si justement vous n'avez pas des destinations vers les marchés émetteurs qui soient facilitées. Or, aujourd'hui, quand vous regardez le marché mondial, le premier pays touristique au monde, c'est la France. Le deuxième, c'est l'Espagne. Alors, et nous avons justement dans les routes d'Air Sénégal, Dakar-Paris, nous avons également Dakar-Barcelone, pour avoir donc des vols directs. Donc, connecter le Sénégal aux principaux marchés émetteurs touristiques mondiaux était un des enjeux qui permet justement d'accroître le niveau donc, de fréquentation donc, de nos sites touristiques. Le troisième pilier de ce hub aérien, ce sont les aéroports régionaux. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la Covid nous a enseigné que nous-mêmes, dans nos pays, nous devons faire plus d'efforts pour la promotion, mais également pour la découverte de nos pays. Et donc, nous avons engagé, dans un programme qui s'appelle le programme de réhabilitation des aéroports régionaux, nous avons engagé la construction de 13 nouveaux aéroports, Saint-Louis, Ourossogui, Tambacounda, Kédougou, pour que justement les Sénégalais puissent s'y déplacer sans mettre 7 heures à 8 heures de temps. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous devez aller passer un week-end, vous faites 8 heures à l'aller, 8 heures au retour, la moitié de votre week-end est déjà partie. Donc il faut créer donc justement des rapidités d'accès qui permettent en 45 minutes de quitter Dakar, arriver donc à Saint-Louis, aller dans les îles du Saloum, aller également à Ziguinchor, donc en moins de 30 minutes pour arriver. Donc la connectivité intérieure est le troisième pilier de ce plan Sénégal émergent hub aérien. Et donc ce sont ces trois piliers-là combinés qui font justement, qui vont impacter le secteur touristique. Alors qu'est-ce qui est nouveau dans ça? C'est que, vous savez, une compagnie aérienne, elle peut être viable que si elle a un hub. Toutes les compagnies du monde que vous voyez qui sont des compagnies fortes, Air France, Turkish Airlines, ils ont leur hub. Air France, c'est Roissy-Charles de Gaulle. Turkish Airlines, c'est Istanbul. Toutes les compagnies ont hub. Donc, le principe justement du hub, c'est arriver justement à ce que de l'aéroport international, Air Sénégal puisse partir, mais également de l'aéroport international AIBD, que ce soit également un espace de ramassage, de collecte de passagers pour les dispatcher à travers le monde. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que Air Sénégal, aujourd'hui prenez le vol de Air Sénégal à 10h, vous quittez Paris, vous arrivez à 15h50 à Dakar, et de Dakar, vous allez à Abidjan ou à Douala ou à Ziguinchor dans la journée. Ça permet justement à ce que de Paris à Bamako, puissiez le faire avec Air Sénégal dans la même journée. C'est ça la question du hub. Et donc, on a développé cela, ce qui a permis justement à ce qu'aujourd'hui, le taux de correspondance au niveau de Air Sénégal est passé quasiment de 0,6% à plus de 10%. Ça veut dire simplement que la construction donc, du hub est en train de se faire et c'est un élément extrêmement important justement dans le renforcement de la compagnie, mais aussi dans l'attrait du Sénégal, puisque ça permet aujourd'hui aux touristes de pouvoir venir au Sénégal en si peu de temps, en moins de 5 heures de temps au Sénégal, mais également en moins de 7 heures de temps sur les États-Unis. On peut quitter Washington, New York, arriver au Sénégal en moins de 7 heures, visiter l'île de Gorée et le lendemain repartir sur Washington. Donc voilà un peu ce que nous avons structuré
en termes donc de services transport aérien, permettre justement à ce que les services transport aériens soient au service de l'économie nationale, permettre justement de connecter le Sénégal en son sein, mais aussi connecter le Sénégal à la sous-région, mais aussi à l'international. C'est ça la stratégie et la vision que son Excellence le Président Macky Sall a insufflé à travers le plan Sénégal émergent. Et les deux mamelles justement de notre stratégie, tourisme et transport aérien, sont les deux éléments qui sont identifiés comme étant des moteurs de la croissance de notre économie dans le plan Sénégal émergent. Excellence, Monsieur le Ministre, abordons à présent les chiffres. Voilà, quand on parle de l'aéroport international Blaise Diagne aujourd'hui, en 2021 par exemple, quels ont été les chiffres clés? C'est 2 600 000 passagers juste avant la Covid. L'IATA et l'OACI avaient estimé qu'on atteindrait on va dire la situation avant Covid, c'est-à-dire 2 500 000 passagers en 2025. Mais les chiffres que nous avons aujourd'hui nous montrent clairement qu'en fin 2022, nous allons atteindre quasiment la situation avant Covid. Donc cela veut dire donc que la croissance est encore beaucoup plus forte. Aujourd'hui, Air Sénégal, AIBD est parmi les 3 aéroports sous-régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Et ça permet justement de voir qu'on a une activité dans le transport aérien qui va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu justement pendant la période de la Covid. Avant la Covid-19, on avait eu l'habitude avec Air Sénégal d'assister à des grandes inaugurations d'appareils, notamment les Airbus A330 Neo, voilà, dont la compagnie a fait plusieurs acquisitions. Alors, est-ce qu'on va s'attendre à ce que cela reprenne aujourd'hui? Qu'en est-il de la flotte de Air Sénégal dans les prochaines années? Air Sénégal a signé une convention, justement, un contrat de leasing donc de 5 à 220, à 220. Donc les premiers ont été livrés justement à la fin de l'année 2021. Donc la compagnie va, au fur et à mesure, donc renouveler son parc, parce qu'il a des A319, il a également quelques Boeing qui sont là. Donc les renouveler avec les A220 pour les moyens et longs courriers. Et donc là, c'est ça aujourd'hui donc la stratégie, aller vers donc une flotte de A220 qui permettra justement à la compagnie d'être au top dans les principales destinations. Vous avez raison, Air Sénégal a investi que sur du matériel neuf, notamment des A330 Neo pour les longs courriers, mais prochainement, en cours, sur les A220, qui permet justement d'aller dans certaines destinations pas très longues en Europe, notamment Madrid, mais aussi Genève, mais aussi la sous-région ouest africaine, puisque notre objectif, vous savez, la politique également de transport aérien du Sénégal et du tourisme repose aussi sur une vision importante et forte du Sénégal, qui est le panafricanisme. Le Sénégal croit beaucoup à l'Afrique. Aujourd'hui, le président Macky Sall est le président de l'Union africaine, et ce n'est pas un hasard. Et donc, naturellement, le Sénégal aussi, les idées du panafricanisme qui ont été instaurées depuis nos pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor à l'époque, de l'OIA, de Houphouët-Boigny, de Ahmed Ahidjo, donc tous ces grands chefs d'État qui ont lancé justement l'Organisation de l'Unité africaine. Le Sénégal est fidèle à cette tradition africaine et sous-régionale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons un pays qui a été membre fondateur à toutes les organisations créées donc, au niveau de la sous-région de l'Afrique, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, que ce soit l'Union africaine. Et tout cela aussi, puisque la politique aussi doit reposer sur les valeurs fortes d'un pays. Et je voulais vraiment encore une fois lancer un appel à l'Afrique pour dire simplement que nous devons augmenter le commerce intra-africain, augmenter les services intra-africains, les services comme le tourisme, comme le transport aérien, également travailler sur l'intégration aussi et une mutualisation de nos efforts en termes de transport aérien entre les compagnies aériennes africaines, travailler sur des interlines, c'est-à-dire des partenariats sur certaines lignes. Si telle compagnie ne va pas faire une telle destination, qu'ils puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est comme ça que nous allons développer de grandes forces pour concurrencer justement toutes les grosses mastodontes au niveau mondial qui sont en train de s'organiser. Excellence, on va terminer par cette question. Alors, que dire de l'ouverture au niveau des frontières du Sénégal aux autres États du continent africain et également du monde? Alors, est-ce qu'on peut être n'importe où en Afrique et venir au Sénégal, par exemple, sans visa, ou alors prendre un visa à l'arrivée? Comment ça se passe? Quel est le niveau d'ouverture aujourd'hui vers l'Afrique? Quand vous êtes africain, vous n'avez pas besoin de visa au Sénégal. Le Sénégal est un pays ouvert. Tout ce que nous demandons à ceux qui viennent au Sénégal, c'est de respecter les lois et les règlements. Puisque nous considérons que pour développer l'Afrique, nous ne devons pas mettre des entraves aux Africains. Nous considérons qu'il faut vraiment permettre justement à ce que la classe moyenne africaine, que les hommes d'affaires africains, que les chefs d'entreprise africains puissent se mobiliser, puissent se déplacer.
Parce que vous n'allez pas faire des affaires dans un pays où on va mettre des barrières. Non. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs l'Afrique aujourd'hui a un taux de commerce qui est autour de 11-12%. Mais tout cela, il faut faciliter cela à travers justement la facilitation justement des documents administratifs. Et je pense que c'est l'un des chantiers justement de l'Union africaine pour permettre à ce que les hommes d'affaires africains puissent pouvoir se déplacer en Afrique, faire du commerce, faire du business, créer des richesses. Et d'ailleurs, nous avons créé la zone de libre-échange continentale africaine qui justement vise à assainir cela, à mettre à niveau tout cela, à intégrer les services, à intégrer les législations pour que justement l'homme d'affaires africain ne soit pas étranger dans son continent. Parfois, il est plus facile d'aller dans certains pays européens que dans certains pays africains. Et je pense que ça, la jeunesse africaine aujourd'hui a besoin de cela. Nous avons 11 millions de jeunes africains chaque année sur le marché du travail. Pour leur créer du travail, il faut transformer l'Afrique à travers l'industrialisation, à travers des développements structurels. C'est la création de compagnies, c'est la création d'industries, c'est l'appel au secteur privé, national comme international, pour créer de la richesse. Parce que cette jeunesse-là a besoin justement de cela, et c'est à travers l'économie, à travers la création de richesse, à travers la facilitation de déplacement des personnes et des biens, qu'on peut développer vraiment une économie forte qui permet justement à ce que nos jeunesses africaines puissent justement s'épanouir. Et c'est possible puisque nous avons le potentiel, nous avons les richesses qu'il faut. Il faut simplement mobiliser cela et permettre une mutualisation et une connectivité entre les hommes d'affaires, des partenariats, des joint ventures qui se font donc entre pays pour développer cela. Parfaitement. Et Excellence, vous parlez là du tourisme d'affaires. Nous sommes à Diamniadio et beaucoup d'Africains commencent à s'intéresser à cette ville comme étant une ville qui peut abriter leur réunion annuelle, ou alors une ville où ils peuvent vivre et développer leur entreprise, pour ceux qui ont des entreprises qui sont panafricaines. Alors pour à ceux-là, autant pour moi, que pouvez-vous leur dire? Vous savez, quand vous avez un investissement à faire, venez au Sénégal, le gouvernement mettra à votre disposition du foncier. Nous avons une agence qui s'appelle l'APIX, qui fait un excellent travail, qui vous permettra de vous accompagner, de créer votre entreprise en moins de 48 heures et de démarrer vos activités. Évidemment, il faut respecter simplement les lois et les règlements, mais nous lançons un appel justement au secteur privé national comme international, africain, parce que je ne vois pas pourquoi les Africains devraient aller investir aux Amériques, en Europe, alors que l'Afrique a des potentiels. Nous avons besoin de transformer nos pays, nous avons besoin de créer des richesses, et la création des richesses, elle ne se fait que par l'entreprise. L'entreprise est le seul endroit où on crée des richesses, et c'est le seul endroit où on peut créer des emplois. Et naturellement, nous lançons un appel à ces partenaires. Je le dis donc, nous avons une agence qui s'appelle l'APIX. Ils viendront à l'APIX et l'APIX donnera donc toutes les formalités à faire en moins de 48 heures pour créer votre entreprise. Et tous les secteurs, justement, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme. Nous, par exemple, dans le secteur touristique, nous avons des sites que j'ai appelés les zones touristiques intégrées, qui sont des gros espaces aménagés et qui permettent justement d'acquérir des investissements privés. Et donc, c'est un appel que je lance à travers votre émission à nos parents donc, africains qui souhaitent investir au Sénégal. Merci beaucoup. C'était donc là Alioune Sarr, voilà, ministre sénégalais du tourisme et du transport aérien. Merci d'avoir marqué cet arrêt de la télévision panafricaine pour nous, une fois de plus, nous parler de l'attractivité du Sénégal et également l'attractivité de Air Sénégal aussi. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons ici à Dakar et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, toujours pour vous montrer ce qui aujourd'hui porte le Sénégal vers son émergence. À très bientôt.